Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je suis Rosalie Sarassoua, la directrice de bénévolat et engagement communautaire pour l'Est du Canada. Au nom de FRDJ Canada, nous aimerons vous accueillir dans notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur l'autorisation et la réglementation des biosimilaires. La présentation sera d'environ 25 minutes. Et puis après, on ouvrira la session à des questions. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, le DT1, à la fois par la recherche et le financement et le plaidoyer. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès leur diagnostic en aidant ceux qui vivent avec le DT1 à avoir une vie plus saine tout en travaillant vers une guérison. La série éducative Parlons DT1 propose de l'information sur un nouveau sujet à chaque mois. Le mois prochain, soit le 23 mars, nous aurons une session sur les essais cliniques et je vous invite tous à participer. Nous offrons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une occasion non structurée de se connecter avec d'autres personnes qui vivent avec le diabète de type 1 dans une programmation moins formelle. Pour en savoir plus et pour vous inscrire à la prochaine série qui est le 22 mars, veuillez visiter, s'il vous plaît, frdj.ca. Alors, nous sommes un grand groupe. Alors, donc, pour minimiser le bruit de fond, nous avons, tout le monde est sur muet. Veuillez noter que nous enregistrons cette session pour le publier sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous voulez, vous pouvez éteindre vos caméras si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo. Il y a un bouton pour lever la main. Si vous avez besoin de clarification pendant la présentation, vous êtes invité à lever la main. Mais nous avons également une fonction de chat, de clavardage, et nous encourageons toutes les questions pour le mettre dans le chat. Et nous essaierons de répondre à toutes les questions. Alors, cette session sera enregistrée, comme j'ai déjà dit, et on va le partager avec tout le monde demain avec un courriel. Nous fournirons un courriel de contact de FRDJ dans la fonction de chat aussi. Si quelqu'un a des commentaires sur la session, vous êtes très bienvenus à nous envoyer un courriel. Alors, nous sommes très heureux de parler de la réglementation et de l'autorisation des médicaments biosimilaires au Canada ce soir. Alors, je vais présenter notre conférencier, Denis Arsenault. Denis Arsenault est gestionnaire au Centre de la politique, la pédiatrie et de la collaboration internationale de la Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques, le DMBR, de Santé Canada. À ce titre, M. Arsenault dirige les initiatives d'élaboration de politique pour le DMBR sur un certain nombre de dossiers, dont la modernisation de la réglementation et des médicaments biologiques et biosimilaires. Alors, à vous la parole, Denis. Oui, bonsoir Rosalie, merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier la FRDJ pour l'invitation pour faire cette présentation ce soir concernant l'autorisation des biosimilaires au Canada. Donc, je voudrais commencer en vous donnant un bref aperçu de la présentation ce soir. Donc, premièrement, je voudrais parler un peu définir un peu c'est quoi les médicaments biologiques et aussi un biosimilaire. Et ensuite, je voudrais faire un bref survol du cadre législatif et réglementaire et le processus pour l'examen d'une présentation de drogue nouvelle, ainsi que les conditions d'autorisation autour d'une présentation de drogue nouvelle, et en particulier, bien sûr, les médicaments biologiques, incluant les biosimilaires. Donc, je vais parler un peu des exigences au niveau de la qualité, les données non cliniques, l'autorisation des indications et aussi la monographie de produits pour chaque médicament biologique. Les activités, la surveillance de la phase post-commercialisation. Bien sûr, je vais brièvement parler des biosimilaires de l'insuline.
Je voudrais aussi brièvement parler un peu des processus de changement et d'interchangeabilité des médicaments. Et finalement, je vais parler un peu des efforts de sensibilisation et d'éducation des intervenants de Santé Canada en ce qui concerne les médicaments biosimilaires. Donc, premièrement, c'est quoi un médicament biologique? Donc, un médicament biologique, c'est un médicament qui est fabriqué à partir d'organismes vivants ou de leurs cellules. Ils sont souvent fabriqués au moyen de la biotechnologie. Et quelques exemples des médicaments biologiques sont l'insuline, bien sûr, les hormones de croissance et les anticorps. Les médicaments biologiques sont utilisés pour traiter une variété de maladies et d'états pathologiques, y compris la diabète, le déficit hormonal, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie intestinale inflammatoire et aussi certaines formes de cancer. Comme vous verrez de la prochaine diapo, généralement, les médicaments biologiques sont plus complexes et de plus grande taille que les médicaments pharmaceutiques traditionnels qui sont synthétisés par moyens chimiques. Donc, comme vous voyez ici, l'illustration, aussi à la gauche, vous verrez, ça c'est une molécule d'aspirine. Donc, vous voyez la masse moléculaire et à côté, vous avez l'insuline. Donc, vous voyez comment la taille est quand même beaucoup plus supérieure. Et ici, à droite, vous voyez un anticorps monoclonal. Donc, vous voyez la différence dans le niveau de la complexité et la taille d'une molécule d'un médicament biologique comparée à, par exemple, l'aspirine. Donc, c'est quoi un biosimilaire? Donc, un biosimilaire, c'est un médicament biologique qui est très semblable à un médicament biologique dont la vente a déjà été autorisée et auquel le biosimilaire est comparé. Le médicament auquel le biosimilaire est comparé se nomme on réfère à ce médicament-là comme le médicament biologique de référence. Donc, un biosimilaire se compare à son médicament biologique de référence. Pour qu'un médicament biologique serve de référence, il faut que ce médicament-là soit autorisé sur la base d'un ensemble complet de données sur la qualité et des données non cliniques et cliniques. Donc, ça, c'est un point très important. Un biosimilaire ne peut pas se comparer à un autre biosimilaire. Il faut toujours que le médicament de référence soit autorisé sur la base d'un ensemble complet de données sur tous les aspects, qualité, non clinique et clinique. Donc, l'approche réglementaire canadienne. Donc, Santé Canada a élaboré un cadre réglementaire qui est rigoureux et scientifique et fondé sur la loi sur les drogues, les aliments et le règlement sur les drogues et les aliments. Donc, la loi sur les drogues et les aliments et le règlement sur les drogues et les aliments donnent le cadre législatif et réglementaire pour l'autorisation de vente des médicaments biologiques, incluant les biosimilaires. Les détails concernant le cadre réglementaire spécifiquement pour les biosimilaires se retrouvent dans la ligne directrice de Santé Canada au sujet des biosimilaires, dont vous voyez le titre juste ici, les exigences en matière de renseignement et de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires. Les biosimilaires, c'est très important de noter qu'ils sont fabriqués selon les mêmes normes réglementaires que les autres médicaments biologiques et sont autorisés après une évaluation scientifique de Canada. Il est aussi important de noter que tous les médicaments biologiques sont naturellement variables et il y a toujours des variations dans différents lots des médicaments biologiques. Pour n'importe quel médicament biologique, il y a toujours des variations entre les différents lots. Donc, c'est de la nature même des médicaments biologiques qu'il y a une variation. Il y a des entre les médicaments et même à l'intérieur des différents lots du même médicament. Donc, pour cette raison, parce qu'il y a cette variation naturelle, on peut démontrer qu'un biosimilaire est très similaire à son médicament de référence, mais pas identique. Donc, ça, c'est une nuance très importante. Ils ne sont jamais identiques, mais on peut démontrer qu'ils sont très similaires. Et je vais parler plus tard de la présentation de qu'est-ce que c'est qu'on veut dire par très similaire. Donc, ici, le processus d'examen d'un médicament biologique. Premièrement, un promoteur va soumettre une présentation de drogue nouvelle pour un médicament biologique incluant un médicament biosimilaire.
Initialement, il y a une phase de traitement administratif pour s'assurer que la présentation est complète et que tous les documents ont été inclus par le promoteur. Et par la suite, il y a une revue scientifique du dossier qui est présentée par le promoteur. Donc, l'examen initial du dossier, essentiellement, le standard pour l'examen, c'est 300 jours. Et l'examen scientifique a vraiment plusieurs parties. Premièrement, il y a l'examen de l'innocuité et l'efficacité des médicaments et aussi l'examen de la qualité. L'aspect de la qualité est très important, comme vous verrez. Et aussi l'examen de l'étiquetage, donc toutes les informations écrites qui seront, que le promoteur propose de fournir aux professionnels de la santé et aussi aux patients concernant les médicaments. Et après l'évaluation de la présentation, Santé Canada fait une décision si oui ou non les médicaments sera autorisé à la vente au Canada. Donc, quelques concepts clés. Donc, pour un nouveau médicament biologique, comme par exemple un médicament qui contient une nouvelle substance active, il faut que le promoteur démontre de manière indépendante la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit. Et ça, c'est vraiment les trois concepts clés sous la loi, sous les droits sous la loi et sous le règlement. C'est l'efficacité, la qualité et l'innocuité. Donc, il faut que de manière indépendante, le promoteur démontre que le médicament rencontre tous les critères de ce point de vue-là. Pour le biosimilaire, le promoteur doit démontrer de manière indépendante la qualité et en plus, à travers des études comparatives, il faut que le promoteur démontre que le biosimilaire est très similaire aux produits biologiques de référence auxquels il se compare. Et en plus, il doit démontrer qu'il n'y a aucune différence significative au niveau clinique en matière d'efficacité et d'innocuité entre les biosimilaires et les médicaments biologiques de référence. L'autorisation du biosimilaire est basée sur l'ensemble des preuves provenant des études structurelles, fonctionnelles, non cliniques et cliniques. Et je vais parler un peu de ces différents aspects-là. Donc, la qualité. Les études structurelles et fonctionnelles. Donc, des études structurelles et fonctionnelles sont nécessaires pour démontrer que le biosimilaire est très similaire à son produit de référence. Donc, quand on dit les études structurelles et fonctionnelles, c'est vraiment des études très, très serrées sur la molécule. C'est des analyses très serrées et très techniques sur la molécule. Donc, ils vont comparer pour le biosimilaire et son produit de référence, ils vont comparer la stabilité du produit, les activités biologiques de la molécule, les propriétés physico-chimiques de la molécule, ses propriétés immunochimiques et ainsi ses profils de pureté et d'impureté. Donc, les études structurelles et fonctionnelles, c'est vraiment des études de la molécule elle-même dans sa structure et dans son fonctionnement biologique. Les études structurelles et fonctionnelles sont généralement considérées comme étant plus sensibles que les études cliniques pour détecter des différences entre les biosimilaires et les médicaments de référence. Donc, pour cette raison, les études structurelles et fonctionnelles, ils constituent vraiment le fondement des preuves pour l'autorisation des biosimilaires. Et les promoteurs, il y a vraiment une approche par étapes pour démontrer la similarité. Et vraiment, la base, le fondement, c'est les études de qualité, les études structurelles et fonctionnelles. Donc, c'est vraiment des études très poussées sur la structure et la fonction de la molécule elle-même. Et la majorité des données pour démontrer la biosimilarité devraient venir les structures, des études structurelles et fonctionnelles. Donc, une fois que un niveau significatif de similarité a été démontré par les études structurelles et fonctionnelles, il faut aussi avoir des études non cliniques et cliniques pour résoudre des zones d'incertitude résiduelle. Donc, après qu'on a comparé la structure et la fonction de la molécule, le rôle des études non cliniques et cliniques, c'est vraiment de résoudre les derniers points d'incertitude au niveau de la similarité.
Les études non cliniques examinent les cellules pour comparer les effets du médicament biosimilaire et du médicament de référence. Et les études cliniques sur les humains, le but, c'est de démontrer qu'il n'y a aucune différence cliniquement significative du point de vue de l'efficacité ou de l'innocuité entre les biosimilaires et son médicament de référence. Pour cette raison, parce que le but des études cliniques, c'est vraiment de résoudre les dernières zones d'incertitude, le programme d'études cliniques est vraiment adapté à chaque produit. Donc, le programme d'études cliniques va toujours varier d'un médicament à un autre. L'immunogénicité, ça, c'est un autre aspect très important dans les études. Donc, le système immunitaire a évolué pour reconnaître, comme vous le savez, des substances étrangères dans le corps. Habituellement, les médicaments biologiques sont administrés par injection. Et pour cette raison, ils peuvent causer une réaction du système immunitaire. Et on appelle ça l'immunogénicité du produit. Souvent, l'immunogénicité n'a aucune incidence sur le patient et peut seulement être détectée par des méthodes très techniques. Mais dans d'autres cas, elle peut avoir une incidence sur la sécurité du patient. Par exemple, elle peut déclencher une réaction indésirable ou elle peut nuire au bon fonctionnement du médicament. Pour cette raison, une évaluation de l'immunogénicité du biosimilaire est toujours nécessaire. Il faut démontrer que le profil d'immunogénicité du biosimilaire est similaire justement aux médicaments de référence. Donc ici, une petite illustration pour simplement démontrer que les exigences en matière de renseignement pour un médicament biologique innovant et un biosimilaire. En fin de compte, le montant de renseignements qui sont nécessaires sont vraiment, tous les deux sont très significatifs. C'est simplement la nature des données qui sont fournies par le promoteur qui peuvent varier entre un biosimilaire et un médicament biologique innovant. J'ai vu, est-ce qu'il y a une question? J'ai vu une main levée. Oui, la question ici, c'est que est-ce que l'immunogénicité est la raison pour laquelle la biosimilaire peut prendre du temps avant d'être efficace? Ça, c'est une très bonne question. En fin de compte, pour cette raison, il faudrait que je vérifie avec, nos spécialistes, spécifiquement pour les produits d'insuline. Ça va, merci. OK. Donc, comme je disais, justement, vraiment, l'envergure des renseignements qui sont nécessaires sont très similaires. C'est simplement une variation dans les types de renseignements qui sont fournis. Et comme vous voyez ici, les études comparatives de qualité, donc justement, les études structurelles et fonctionnelles, jouent une partie importante dans les présentations pour les médicaments biosimilaires. Donc, une fois que la démonstration de la similarité a été démontrée, ça ne signifie pas que les deux produits sont identiques, mais qu'ils sont très similaires. Et parce qu'ils sont très similaires, il y a deux conséquences. La connaissance existante entre les deux produits est suffisante pour prévoir que toute différence dans les attributs de qualité, il ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'innocuité ou l'efficacité du biosimilaire. Et en plus, les données non cliniques et cliniques qui ont été générées précédemment avec les médicaments biologiques de référence, ils sont pertinents pour le biosimilaire. Donc, les données du produit de référence, justement, peuvent s'appliquer et sont pertinents pour le biosimilaire aussi parce que le niveau de similarité a été démontré. Maintenant, l'autorisation des indications. Donc, une fois que les études ont démontré qu'un biosimilaire est très similaire au produit de référence, Santé Canada peut autoriser les biosimilaires pour les mêmes indications. Cela étant dit, un promoteur peut choisir quelles indications détenues par le produit de référence qu'il souhaite solliciter l'autorisation pour son biosimilaire. Donc, les indications autorisées pour un biosimilaire en particulier dépendent de plusieurs facteurs. Premièrement, un fabricant peut choisir de ne pas inclure toutes les indications détenues par le médicament de référence. Et certaines références sont liées à des brevets ou à la protection de données. Et pour cette raison, pour des raisons de propriété intellectuelle, si une indication est liée à
considération de propriété intellectuelle, cette indication pourra être autorisée pour le biosimilaire. Est-ce qu'il y a une question? Non, ça va. C'est une question pour moi. Ça va. OK. OK. Le plan de gestion pour les risques. Donc, un plan de gestion des risques est soumis pour toute présentation de nouveaux médicaments biologiques, qu'il soit un produit innovant ou que ce soit un biosimilaire. Donc, un plan de gestion des risques énonce les activités que les fabricants ont l'intention de mener pour surveiller et détecter des signaux d'innocuité potentiels après l'autorisation et la mise en marché des médicaments. Pour les biosimilaires, un plan de gestion des risques doit inclure tous les risques établis et potentiels associés à l'utilisation des médicaments biologiques de référence et les détails sur la façon dont les risques vont être traités après la mise en marché. Et aussi, le plan doit spécifier les activités précises, les activités routines ou supplémentaires de pharmacovigilance et de minimisation des risques. Donc, le plan de gestion des risques pour un biosimilaire au repas de autorisation est essentiellement identique au plan de gestion des risques qui a été établi pour les médicaments de référence. Donc, la monographie des produits biosimilaires. Donc, une monographie de produits, c'est un document scientifique et factuel contenant les informations essentielles concernant un médicament. En plus de contenir d'autres renseignements qui peuvent être nécessaires pour l'utilisation optimale et sûre et efficace des médicaments, la monographie du produit informe les patients et professionnels de la santé de divers détails concernant les médicaments. Nous exigeons que les fabricants qui s'assurent que la monographie de produit, de chaque produit est toujours mise à jour et au moment de l'autorisation, les informations sur l'innocuité contenues dans la monographie du produit est essentiellement identique à la monographie produit du médicament de référence. Et les monographies de produits biosimilaires, vous pouvez les trouver dans la base de données de Santé Canada concernant les produits pharmaceutiques. Les activités post-commercialisation. Donc, après l'autorisation d'un médicament biosimilaire, il y a diverses activités. Donc, un point très important. Donc, vous avez vu que le plan de gestion des risques, la monographie du produit, essentiellement pour le biosimilaire, ils sont très similaires aux médicaments de référence au moment de l'autorisation. Cela étant dit, une fois que le biosimilaire est autorisé, c'est considéré comme étant un produit autonome. Pour cette raison, les fabricants des médicaments biologiques, qui soient innovateurs ou qui soient des biosimilaires, ils doivent toujours évaluer la nécessité de mettre à jour leur monographie de produit lorsque une mise à jour sur l'innocuité est effectuée dans la monographie d'un autre médicament, du médicament de référence, d'un autre biosimilaire ou d'un autre médicament qui comporte les mêmes ingrédients actifs. Donc, il faut toujours que la monographie des produits soit mise à jour par le promoteur quand il y a un changement d'un autre produit qui pourrait être significatif pour son produit. En plus, nous pouvons également émettre des avis et des ordres de modification de l'étiquetage si Santé Canada est l'avis que c'est nécessaire pour prévenir les effets délétères à la santé. Les médicaments biologiques, comme je l'ai mentionné, ils sont intrinsèquement invariables. Et pour cette raison, ils nécessitent la surveillance réglementaire supplémentaire. Les médicaments biologiques, ils sont vraiment très sensibles aux changements dans les matières premières, les méthodes de fabrication. Et pour cette raison, ils sont plus difficiles à caractériser de manière cohérente et consistante. Pour cette raison, Santé Canada a un programme de test d'échantillons des médicaments biologiques. Et pour justement vérifier la qualité et l'innocuité des produits. Ce programme-là, vraiment, il fournit un contrôle supplémentaire pour les médicaments biologiques et assurer la sécurité. Et le programme est basé sur les risques. Donc, le degré de surveillance va varier selon le type de médicament biologique. En
plus, les promoteurs, ils doivent soumettre aussi des rapports de produits biologiques et c'est des rapports qui vraiment qui vont détailler des informations concernant l'innocuité, la qualité du produit, la cohérence des changements de le processus de fabrication et toutes tendances qui ont été détectées au niveau des signaux sur l'innocuité pendant la commercialisation. Pour la surveillance après la mise en marché, Santé Canada surveille l'innocuité de tous les médicaments sur le marché en assurant une surveillance du marché, en surveillant les signalements des effets indésirables, en examinant des plaintes et des signalements de problèmes qui ont été soulevés à Santé Canada par des professionnels de la santé, par des promoteurs, etc. Et aussi en prenant les mesures qui conviennent après une analyse et des signaux qui ont été reçus. Les promoteurs ils doivent surveiller les effets secondaires et signaler toute nouvelle information reçue sur des effets secondaires graves à Santé Canada. Jusqu'à aujourd'hui, Santé Canada n'a pas observé des signaux d'innocuité inattendus après l'autorisation des médicaments biosimilaires au Canada. Et les profils d'efficacité et d'innocuité des médicaments biosimilaires au Canada demeurent conformes et équivalents à ceux des médicaments biologiques de référence. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Santé Canada a autorisé 51 biosimilaires. Et un certain nombre de ces produits-là sont des biosimilaires de l'insuline. Et vous voyez ici une liste des diverses marques de produits des biosimilaires d'insuline qui ont été autorisés jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi maintenant parler un peu des changements de médicaments. Donc, comme vous le savez probablement, dans plusieurs provinces, il y a eu des politiques qui ont été établies pour changer des patients de la version, disons, originale de certains médicaments biologiques à des biosimilaires. Donc, ces politiques-là, ça, c'est établi au niveau des provinces et territoires parce que c'est lié à la pratique de la médecine et c'est vraiment au niveau de la livraison des services de santé. Donc, pour cette raison, ces politiques-là et ces décisions-là sont prises au niveau des provinces et territoires. Santé Canada, pour sa part, pour nous, étant donné l'évaluation qu'on fait des biosimilaires, aucune différence d'efficacité et d'innocuité n'est prévu à la suite d'un changement entre un médicament biosimilaire et son produit de référence, puisque justement, il y a un niveau, ils sont très similaires. Et pour nous, quand on dit très similaire, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence significative au niveau clinique sur l'efficacité et l'innocuité. Pour cette raison, les patients, les fournisseurs de santé, de services de soins de santé, ils peuvent avoir confiance dans le fait que les médicaments biosimilaires sont efficaces et sécuritaires pour chacune des indications autorisées. Il y a aussi le terme interchangeabilité. Donc, au Canada, le terme interchangeabilité renvoie en général au changement de médicament d'un patient pour un médicament équivalent par l'intermédiaire du pharmacien sans l'intervention du prescripteur qui a rédigé l'ordonnance. L'autorisation d'un médicament biosimilaire par Santé Canada n'est pas une déclaration d'équivalence avec les médicaments biologiques de référence. Le pouvoir de déclarer deux produits interchangeables revient à chaque province et territoire en fonction de ses propres règles et règlements. Donc, finalement, je voudrais parler un peu du plan d'éducation des intervenants sur les biosimilaires qui a été établi par Santé Canada. Au cours des dernières années, les intervenants de différents secteurs ont vraiment communiqué très clairement à Santé Canada qu'il y avait un besoin d'avoir des matériaux éducatifs pour les patients en particulier et aussi pour les professionnels de la santé pour expliquer un peu c'est quoi les biosimilaires, de quelle manière ils sont de quelle manière ils sont autorisés et la base scientifique justement pour l'autorisation des biosimilaires. Pour cette raison et d'autres
nos homologues dans d'autres pays comme la Food and Drug Administration aux États-Unis et aussi l'Agence européenne des médicaments, on voyait qu'eux, ils avaient développé justement des matériaux éducatifs sur les biosimilaires qui sont très ciblés, soit aux patients ou aux professionnels de la santé. Et pour cette raison, on a établi un plan pour développer ces matériaux-là dans le contexte canadien. Donc, pour les patients, on a l'intention de développer des documents d'information, par exemple des infographies composées de messages concis en langage simple et clair pour les patients. Et pour les professionnels de la santé, on va développer des documents plus longs et plus détaillés, axés pour expliquer la base réglementaire et scientifique pour l'autorisation des biosimilaires. Donc, la première priorité dans le plan d'éducation, c'est le développement d'un manuel sur les biosimilaires pour les professionnels de la santé. On a formé un groupe de travail composé d'experts ministériels et aussi des représentants d'associations représentant un éventail de professionnels de la santé. Donc, des professionnels de la santé dans les sections de l'oncologie et d'autres secteurs pour élaborer le manuel. Le manuel devrait se focaliser sur la clarification de la manière que Santé Canada réglemente les biosimilaires et le fondement scientifique de leur autorisation en vertu de leur règlement sur les aliments et drogues. Donc, l'objectif ultime du manuel, c'est vraiment d'améliorer la compréhension et la confiance des professionnels de la santé dans les biosimilaires en tant qu'option de traitement pour les indications autorisées. Une ébauche du manuel l'ébauche a été publiée en consultation en février 2022 et on s'attend à publier la version finale du manuel au printemps de cette année. Donc, pour ma dernière diapositive, juste pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de ressources sur le site de Santé Canada que je voudrais juste vous attirer l'attention. Donc, premièrement, si vous faites une simple recherche Google sur Santé Canada et médicaments biologiques et médicaments biosimilaires, vous allez tomber sur notre page web pour les biosimilaires et vous verrez là divers documents qui pourraient être utiles si vous cherchez plus d'informations sur les médicaments biologiques. Il y a une fiche d'information sur ces médicaments, par exemple. Il y a aussi la base de données des produits pharmaceutiques que j'ai mentionné plus tôt. Si vous cherchez des informations sur un produit en particulier, incluant un biosimilaire, vous pouvez faire une recherche selon la marque en particulier qui vous intéresse ou simplement l'ingrédient actif, l'insuline, et vous trouvez tous les produits. Et une fois que vous allez sur le lien pour un produit en particulier, vous pouvez avoir accès à la monographie de produit. Donc, si vous cherchez pour des informations plus poussées sur un produit en particulier. Il y a aussi des résumés de décisions réglementaires et des sommaires de motifs de décision. Ça, c'est très important parce que ça, c'est des documents qui détaillent un peu la base scientifique et le raisonnement scientifique pour l'autorisation d'un produit en particulier. Et ça aussi, c'est disponible justement pour les médicaments biologiques. Donc, sur ça, je vous remercie et si vous avez d'autres questions après la présentation ce soir, vous pouvez toujours envoyer votre question à l'adresse courriel que vous voyez ici sur l'écran. Et sur ça, je serais content de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Denis. Je ne sais pas si c'est des questions que vous pouvez répondre spécifiquement sur l'insuline. Pour les pompes à insuline, il parle que plusieurs personnes ont vu que les cas de blocage de la pompe à insuline à cause des comme Admelog versus Humalog. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'utilisation des biosimilaires dans des pompes à insuline? Ou est-ce que c'est aux compagnies de pompes à faire ses propres études, etc.? Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de blocage dans les pompes avec les biosimilaires. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, une réponse.
Je pense pas que je pourrais répondre à la question parce qu'évidemment, ça varie je pense que ça pourrait varier d'un produit à l'autre. Mais une chose que je voudrais mentionner, c'est que pour la pompe elle-même, la pompe est autorisée sous un autre règlement. Il y a le règlement sur les instruments médicaux. Donc, ça, c'est donc justement pour la pompe elle-même, et ça, c'est autorisé sur un différent règlement. Et justement, c'est la drogue en soi qui est autorisée sous le règlement, pour le règlement des drogues et aliments. Mais si vous avez justement des questions sur ça, je vous invite de l'envoyer par écrit par la suite. Et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Oui, c'est ça. On va envoyer à tout le monde aussi dans le courriel qu'on envoie demain à tout le monde avec le lien vers YouTube. Et aussi ici, on va envoyer l'adresse courriel. Si vous avez des questions spécifiques, parce qu'ils ont beaucoup de spécialistes à Santé Canada, Denis peut référer votre question à quelqu'un d'autre. C'est ça, quelqu'un dit c'est pas la pompe qui est défectueuse, c'est Admelog. Alors, mais ça, c'est quelque chose, je veux dire, les biosimilaires, c'est comme très, très, très similaire à d'autres. J'ai mis un lien ici aussi qui ont fait Diabète Québec un peu parce que pour les différences aussi, ça parle et le groupe Type 1 Better a aussi fait un peu de recherche sur ça. Alors, eux autres ont mis quelque chose parce que c'est approuvé pour les pompes à insuline. Alors, peut-être c'est une question aussi pour oui, ça aussi, Christian a dit qu'il a rapporté le cas à Santé Canada, aucune réponse. Alors, ça, je ne sais pas quoi vous répondre avec ça. Mais en fin de compte, si vous voulez me l'envoyer à l'adresse que vous voyez sur l'écran, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de correspondre avec mes collègues qui travaillent. Parce qu'en fin de compte, nous, dans la direction des MBR, nous, on est en charge de l'autorisation du médicament pour la vente sur le marché. Une fois que le médicament est sur le marché, il y a une autre direction à l'intérieur de notre direction générale qui regarde les rapports justement sur les problèmes. Donc, je pourrais justement correspondre avec mes collègues dans l'autre division. Ça me ferait plaisir. Super. Alors là, vous pouvez envoyer votre question, Christian, à Denis, puis il va vous répondre. Bon, il va trouver la réponse ou essayer de trouver la réponse ou de l'envoyer à la personne propice pour répondre à votre question. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres questions avant qu'on finisse la session? Vous pouvez lever la main ou demander à voix vive si vous voulez. Attendez, il y a quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai vu une question pour les essais cliniques. Ah, les études avec les humains pour les biosimilaires durent combien de temps? Ça, vraiment, vraiment, ça va varier parce que justement, c'est que le programme d'études cliniques varie d'un médicament à l'autre. Ça dépend justement sur le niveau d'incertitude qui demeure après les études structurelles et fonctionnelles. Donc, vraiment, ça va varier. Ah oui, exactement. Et aussi, comme les biosimilaires, c'est comme, tu sais, les gens demandent beaucoup de questions des fois, c'est quoi la différence entre comme un biosimilaire et un générique, disons. Et c'est Ah comme oui, ça aussi, peut-être vous pouvez adresser ça aussi. oui, certainement. Donc, un produit générique, donc un produit pharmaceutique traditionnel qui est synthétisé sur le plan chimique, euh, ils peuvent, parce que justement, c'est que la composition ne varie pas. Donc, vraiment, en produits qui sont bioéquivalents, c'est exactement le même produit. Tandis qu'un médicament biosimilaire, c'est dans la nature même d'un médicament biosimilaire qu'il y a une variation. Pas seulement entre les médicaments référence et les biosimilaires, même à l'intérieur de chaque produit, chaque lot du même produit, il va y avoir des variations. Donc, pour cette raison, parce qu'il y a une variation naturelle et inhérente, pour cette raison, on dit que le médicament est très similaire, mais pas identique, parce que c'est de la nature même du produit. Puis est-ce qu'un médicament biologique a des variances entre elles aussi ou pas du tout? Oui.
Oui, à ça, l'intérieur du même produit, exactement le même produit, en différents lots, il peut y avoir des variations au fil du temps. Et justement, c'est pour ça que quand j'ai mentionné plus tôt qu'on avait, je vais juste reculer un peu, quand je parlais des activités après la mise en marché, il y a justement l'autorisation et la mise en circulation des lots. Donc, nous, on a un programme justement pour faire des tests d'échantillons de divers produits biologiques, justement pour vérifier la qualité, parce qu'on sait que justement, il y a une variation entre les lots et sur le temps. Donc, justement, il y a une surveillance permanente, justement, après que les produits sont mis en marché. Et ça, c'est pour tous les produits biologiques et Oui. pour c'est ça, et pour les biosimilaires et pour tous les produits biologiques. Ou des produits biologiques. Non, justement, c'est que maintenant la surveillance par l'eau, ces activités-là sont établies au niveau du risque. Donc, il y a différents types de produits médicaments biologiques et ils présentent différents niveaux de risque. Donc, ça dépend vraiment il y a plusieurs facteurs, mais ça dépend en partie, justement, par exemple, de la nature du médicament et aussi, par exemple, si c'est un nouveau promoteur, un nouveau fabricant. Donc, il y a différents facteurs qui décident quel produit exactement, par exemple, qu'on va faire des échantillons. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça répond. Oui, c'est ça. Alors, concernant les insulines, ça peut être normal qu'un problème de stabilité peut arriver à cause de la variation naturelle. Ben, oui, les problèmes de stabilité, donc pour n'importe quel médicament biologique, parce que y a différents facteurs qui peuvent affecter si que le produit va être stable ou se dégrader ou devenir plus viable, par exemple. Donc, la stabilité est toujours étudiée pour n'importe quel médicament biologique. Exactement. C'est pas comme le Tylenol que vous mettez dans votre dans votre tiroir qui va durer longtemps. Là. Oui. L'insuline est un médicament biologique, alors qui est provenance naturelle. Alors c'est différent qu'un médicament pharmaceutique. Alors ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question finale? Vous pouvez, comme on a dit, vous pouvez toujours envoyer un courriel directement à Santé Canada. Alors, c'est ça. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir rejoint aujourd'hui. Un gros merci à notre conférencien Denis Arsenault ce soir et à Santé Canada pour le partenariat avec nous lors de cet événement. Un rappel, comme j'ai dit, les coordonnées sont là. On va vous envoyer ça demain et la présentation sera également publiée sur notre page YouTube. Alors, j'espère que vous avez trouvé ce discours informatif et engageant. Veuillez partager vos commentaires si vous voulez. Vous pouvez nous envoyer un commentaire à frdj.ca et on va répondre à vos questions. Alors, un gros merci et un gros merci à tous les participants. Un gros merci à M. Arsenault ce soir. Bonne soirée. Merci. À la prochaine. Bye bye.